Un baptême de parachutisme, une chute à pic, aucun survivant. Ce que l'on sait du crash d'un avion civil qui a fait 11 morts près de Nancy, France Info. Un baptême de parachutisme, une chute à pic, aucun survivant. Ce que l'on sait du crash d'un avion civil qui a fait 11 morts près de Nancy. Les raisons du drame survenu dimanche matin à Tomblaine ne sont pour le moment pas connues. Une enquête a été ouverte et confiée au pôle accident collectif du parquet de Paris. Publié le 28/06/2026 18h11, mis à jour le 28/06/2026 18h57. Temps de lecture, 4 minutes. La carcasse de l'avion qui s'est écrasé à Tomblaine, près de Nancy, Meurthe-et-Moselle, le 28 juin 2026. Loiretard, ici et Sud-et-Lorraine. Un terrible accident. 11 personnes sont mortes dans le crash d'un avion civil lors d'un baptême de parachutisme, dimanche 28 juin à proximité de l'aérodrome de Nancy-Essay, à Tomblaine, a annoncé le préfet de Meurthe-et-Moselle. L'appareil est tombé subitement, a confirmé en fin d'après-midi le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui s'est rendu sur les lieux du drame. Voici ce que l'on sait à ce stade de cet accident, le plus meurtrier en France pour l'aviation hors transport militaire et commercial. L'avion est tombé à pic lors d'un baptême de parachutisme. L'avion, de type Pilatus selon son immatriculation allemande, a décollé de Nancy-Essay dimanche à 11h pour un baptême de saut en parachute. Quelques secondes plus tard, l'avion est tombé subitement, aux abords immédiats de l'aérodrome, a déclaré le préfet, Yves Seguy, lors d'une conférence de presse organisée sur les lieux du drame en début d'après-midi. J'ai vu l'avion qui montait, il avait vraiment le nez en l'air, et puis tout d'un coup, plus de bruit, et il est parti sur la droite, a raconté au journaliste un témoin souhaitant rester anonyme. L'avion était en phase ascensionnelle et sans explication à l'heure qu'il est, il est tombé à pic, a également expliqué Hervé Ferron, maire de Tomblaine. L'avion a connu une avarie qui a manifestement provoqué le crash, a précisé le préfet de Meurthe-et-Moselle, sur BFM TV. Mais la raison de cette panne est encore inconnue. L'engin s'est écrasé au sud de l'aérodrome, sur une zone herbeuse à proximité de la piste, non loin du supermarché Auchan de Tomblaine, d'une zone d'habitation et de 2 routes. La catastrophe a nécessité l'intervention de 50 pompiers avec 25 engins. Les services de police se sont également mobilisés en masse, ainsi que l'association de sécurité civile, a précisé le préfet. Un appareil s'est écrasé à 300 mètres de la piste alors qu'il s'apprêtait à prendre son envol pour larguer des parachutistes, a confirmé le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui s'est rendu sur place en fin d'après-midi avec le ministre des Transports, Philippe Tabarot. Laurent Nunez n'a pas souhaité s'exprimer sur les possibles causes du drame, confirmant simplement que l'appareil est tombé subitement après le décollage. 11 personnes sont mortes, dont 5 moniteurs et 5 infirmiers. 5 moniteurs, 5 élèves de parachute et le pilote de l'avion sont morts dans l'accident, a détaillé le préfet, Yves Seguy. Nous ne connaissons pas encore l'identité des victimes, a précisé le maire de Nancy, Mathieu Klein. Les constatations médico-légales sont encore en cours. Malgré la proximité de la route et des habitations, aucune victime collatérale au sol n'est à déplorer. Parmi les victimes figurent des infirmières et infirmiers libéraux, a appris ici Lorraine auprès de Thierry Pechet, président du Conseil de l'Ordre des infirmiers de Meurthe-et-Moselle présent, en début d'après-midi, sur les lieux du drame. Au moins l'un des 5 exerçait à Nancy, selon lui. Ce sont des collègues qui avaient décidé de faire un baptême de saut en parachute, pour décompresser sans doute, car on a des moments difficiles avec la canicule, a-t-il expliqué. Il s'agit de l'accident le plus meurtrier en France pour l'aviation générale hors transport militaire et commercial, a précisé à l'AFP le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile BA. Les proches des victimes ont assisté au drame. Au drame s'est ajouté un autre drame, a expliqué le ministre de l'Intérieur. Une partie des familles des victimes a assisté à la chute de l'aéronef, ce qui ajoute au choc et au traumatisme psychologique. Des proches des 5 participants amateurs étaient en effet réunis à l'aérodrome pour suivre et filmer les baptêmes de parachute. Elles ont toutes été prises en charge par la cellule médico-psychologique, tout comme des témoins du crash. On ressent beaucoup d'émotions et une grande solidarité entre tous pour prendre en charge les familles de la meilleure façon possible, a poursuivi Laurent Nunez. À ses côtés, Philippe Tabarot, ministre des Transports, a ajouté qu'il n'y avait pas eu d'accident aussi important concernant le parachutisme depuis une trentaine d'années. Le parquet de Paris se saisit de l'enquête. De nombreux moyens ont été déployés sur place pour déterminer les raisons de ce drame. Le pôle accident collectif du parquet de Paris a annoncé, dans l'après-midi, qu'il se saisissait de l'enquête. Les investigations, nombreuses et d'une particulière technicité, sont confiées à la gendarmerie des transports aériens GTA, précise le parquet. Les associations Paris Aide aux victimes et France Victimes 54 sont saisies afin de soutenir et d'accompagner les familles des victimes.
Sur place, 15 gendarmes, dont 5 techniciens identification criminelle et enquêteurs en aéronautique, sont déjà déployés. Toute la région bouleversée, le drame a provoqué une forte émotion dans la commune et au-delà. Toute la ville de Tomblaine est bouleversée, a déclaré, très ému, Hervé Féron, le maire de Tomblaine, à Issy-Lorraine. Quand je suis arrivé sur place, le policier qui s'est adressé à moi pour faire les premières constatations était en larmes. C'est terrible. Un tel drame, c'est une injustice incroyable. Le préfet Meurthe-et-Moselle a également exprimé une pensée pour les victimes et pour leurs proches. La métropole du Grand Nancy a également mis en place un espace de recueillement ouvert au grand public au stade Marcel Picot. La préfecture a de son côté activé la cellule d'information du public 09 70 80 90 40. Sujet suivant. Environ 1000 décès supplémentaires depuis mercredi, 4 questions sur la surmortalité liée à la canicule en France, France Info. Environ 1000 décès supplémentaires depuis mercredi, 4 questions sur la surmortalité liée à la canicule en France. Santé publique France a publié un premier bilan humain de l'épisode caniculaire qui s'achève. Mais ces données chiffrées sont pour l'heure partielles et sous-estiment le nombre total de décès, prévient l'Agence nationale de santé publique. Publié le 28/06/2026 14h30 temps de lecture, 4 minutes une soignante dans un hôpital de Bordeaux, le 23 juin 2026. Philippe Lopé AFP. Un très lourd bilan humain. Depuis mercredi 24 juin, un millier de décès de plus que la normale ont déjà été recensés en France en raison de la canicule, a annoncé Santé publique France SPF, dimanche 28 juin. Mais le chiffre réel de la surmortalité totale sera probablement bien plus élevé. France Info répond à 4 questions sur le bilan humain de cet épisode caniculaire exceptionnel. Quel est le bilan humain de ces derniers jours de canicule ? Santé publique France a fait un premier point dimanche sur les conséquences en termes de mortalité des derniers jours de canicule en France. Dans le détail, plus de 1200 morts, toutes causes confondues, ont été enregistrées pour la journée du 24 juin et plus de 1400 décès quotidiens les 25 juin et 26 juin. À titre comparatif, on comptait autour de 900 à 1000 décès par jour durant les mois d'avril et de mai. Ainsi, depuis le 24 juin, environ 1000 décès supplémentaires ont donc été observés par rapport aux décès observés les mois précédents, note l'Agence nationale de santé publique, dans un communiqué. Cette augmentation est plus marquée dans les régions en vigilance rouge lors des derniers jours, en particulier en Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Centre-Val de Loire, Normandie et Pays de la Loire. Si toutes les classes d'âge sont concernées, ce sont tout particulièrement les personnes de 65 ans et plus qui sont les plus touchées. Les décès à domicile, notamment en Île-de-France, progressent également plus fortement que ceux observés en établissement hospitalier et en EHPAD. Ce constat conduit à rappeler les mesures de solidarité envers les personnes isolées et en situation de grande solitude, y compris dans les zones fortement urbanisées, alerte SPF. Ces chiffres sont-ils fiables ? Santé publique France prévient d'emblée, ces premières données chiffrées sont partielles et sous-estiment le nombre total de décès liés à la canicule. Et pour cause, cette surveillance est basée seulement sur la remontée des certificats électroniques de décès. Cette méthode n'est donc pas exhaustive et permet d'enregistrer habituellement environ 60 de la mortalité nationale, précise SPF. Seuls 25 des décès survenus au domicile sont comptabilisés par ce système, ainsi que 45 en EHPAD et 80 à l'hôpital. Les tendances observées doivent donc être interprétées avec prudence car les données sont sous-estimées, en particulier dans les zones et pour les lieux de décès les moins couverts par le dispositif, comme les décès à domicile. La mortalité sera en conséquence plus élevée que ces premières données, conclut Santé publique France. La mortalité pourrait-elle dépasser celle de 2003 ? Le souvenir de la canicule de 2003 est dans tous les esprits. À l'époque, la vague de chaleur avait tué 15 000 personnes, principalement âgées. Or, l'épisode actuel de canicule est déjà jugé plus intense sur le plan climatique que celui de 2003, le plus fort jusqu'alors enregistré. Plus d'une centaine de records absolus de température ont été battus dans tout l'Hexagone ces derniers jours. Malgré ces températures exceptionnelles, le gouvernement se veut rassurant. La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a estimé dimanche sur BFM TV que même si la canicule est comparable d'un point de vue météorologique à celle de 2003, on ne sera probablement pas dans la même situation d'un point de vue sanitaire. On n'aura probablement pas la même surmortalité,
a-t-elle insisté, notant par exemple que les EHPAD étaient mieux préparés. D'autres experts sont plus inquiets. Philippe Juvin, député LR et chef des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou, à Paris, a dit s'attendre à un bilan probablement très lourd, dimanche sur France Info. Lundi matin, les aides ménagères, les gens qui s'occupent des personnes âgées à domicile, vont revenir travailler, ainsi que les familles. On va ouvrir les portes et on va probablement découvrir des gens qui sont soit en très mauvais état chez eux, qui n'ont pas bu depuis 3 jours, qui sont dans la chaleur ou qui sont morts, a-t-il décrit. Donc le bilan est loin d'être terminé et il est très important, selon lui. Quand connaîtrons-nous les chiffres définitifs ? L'heure du bilan n'a pas encore sonné. La comptabilisation précise de la surmortalité de cette canicule va prendre du temps. Déjà, l'épisode de forte chaleur n'est pas encore totalement terminé, 2 départements restant en vigilance rouge dimanche et 45 autres toujours en orange. Et même lorsque les températures auront baissé, en début de semaine, les hôpitaux ne vont pas se vider immédiatement. Les effets de la chaleur mettent parfois des jours à se faire sentir, ils peuvent par exemple aggraver soudainement une maladie chronique, alors même que les températures sont redevenues plus normales. Une fois cet épisode derrière nous, Santé publique France devrait donner plusieurs indicateurs de la surmortalité, dans les semaines et les mois à venir. Ceux-ci sont réalisés à partir des données consolidées du nombre de décès, alors que le premier bilan publié dimanche se base sur des données partielles et provisoires. Ces données consolidées seront ensuite comparées aux températures relevées dans chaque département, afin de déterminer la fraction des décès attribuables directement à la canicule. Pour ce faire, SPF utilise un modèle statistique associant les températures à un risque de mortalité, sur la base de la mortalité observée entre 2014 et 2022. Sujet suivant. Tombeur de l'Afrique du Sud, le Canada premier qualifié pour les 8e de finale de la Coupe du Monde 2026, France Info. Tombeur de l'Afrique du Sud, le Canada premier qualifié pour les 8e de finale de la Coupe du Monde 2026. Le Canada, un des 3 pays hôtes, a dû patienter jusqu'au temps additionnel pour prendre le meilleur sur les Sud-Africains, dimanche, en 16e de finale. Publié le 28-06-2026 23h, mis à jour le 28-06-2026 23h. Une temps de lecture, 1 minute. La joie des Canadiens après leur victoire en 16e de finale de la Coupe du Monde 2026, face à l'Afrique du Sud, le 28 juin 2026 à Los Angeles. Grégory Bulapé pas la délivrance au bout de l'ennui. Longtemps muselé par l'Afrique du Sud en 16e de finale de Coupe du Monde 2026, dimanche 28 juin, à Los Angeles, le Canada a dû s'armer de patience. En manque d'idées face à la rugueuse défense des Bafana Bafana, les hommes de Jesse Marsch ont fait la différence sur une superbe frappe lointaine de Stephen Eustáquio 1-0, 92e. Un éclair qui suffit au bonheur du Canada, premier qualifié pour les 8e de finale. Les Canucks défieront au prochain tour, samedi 4 juillet à Houston, le vainqueur de Pays-Bas, Maroc. Une qualification que les Canadiens ont arrachée au forceps, dans un 16e de finale fermé et peu spectaculaire. Inoffensive en dehors de quelques frappes lointaines de Teboho Mokoena 6e et Oswin Apoli 62e, 85e, l'Afrique du Sud ne pouvait prétendre à beaucoup mieux, même si son portier a longtemps entretenu la flamme. Ronwen Williams a en effet été le cauchemar du Canada, repoussant des tentatives de Tani Oluwaseyi 34e, 64e, Tajon Buchanan 44e et Jonathan David 78e. Quand ils n'ont pas buté sur le portier sud-africain, ou sur un défenseur sur la ligne comme Moïse Bombito 44e, les Canadiens ont manqué de précision, à l'image de Jonathan David 17e, Derek Cornelius 21e ou Promise David 76e. Le Canada aurait aussi pu bénéficier d'un pénalty à la suite d'un accrochage litigieux sur Rishi Laryea 45e. Et c'est quand la prolongation paraissait inéluctable que Stephen Eustáquio est sorti de sa boîte pour faire exulter les siens, et offrir au Canada la première qualification de son histoire pour un 8e de finale de Coupe du Monde. Le mondial du pays hôte, qui n'avait jamais gagné dans la compétition en 2 participations, est d'ores et déjà réussi. Sujet suivant. Séisme en Turquie et en Syrie. 4 jours après la catastrophe, les sauvetages se poursuivent, France Info. 4 jours après les séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie, les chances de survie des personnes sous les décombres s'amenuisent. Pourtant, quelques sauvetages miraculeux ont encore lieu, vendredi 10 février. 4 jours après la catastrophe, des survivants sont sortis miraculeusement des décombres. En Turquie, les secouristes continuaient d'évacuer des victimes des séismes, vendredi 10 février. À Nurdaji, près de l'épicentre, des sauveteurs espagnols ont notamment sorti un petit garçon,
en sanglots, et sa sœur, après 100 heures sous les décombres. À Samandag, c'est un bébé que les secouristes ont sauvé, en bonne santé. France 2 rapporte qu'il a été pris en charge avec sa mère. Plus au nord à Karamanmara, une adolescente a elle aussi pu être extraite des gravats, après y avoir passé 99 heures. France 2 raconte encore le sauvetage d'Adnan, 17 ans, à Gaziantep, Turquie. J'attendais tout seul que vous arriviez, a-t-il dit, souriant, à la secouriste qui l'a délivré. Que Dieu bénisse les secouristes, la police et les bénévoles. On est là depuis 4 jours, a déclaré sa mère, très émue. Une joie comme une courte éclaircie, alors que le bilan ne cesse de s'alourdir. Vendredi soir, on dénombrait près de 23 000 morts en Turquie et en Syrie. Sujet suivant. En Nouvelle-Calédonie, les loyalistes gagnent du terrain aux élections provinciales, mais n'atteignent pas la majorité au Congrès, France Info. En Nouvelle-Calédonie, les loyalistes gagnent du terrain aux élections provinciales, mais n'atteignent pas la majorité au Congrès. La liste d'Union Les Loyalistes Rassemblement a obtenu 24 des 54 sièges au Congrès, contre 19 sous la précédente mandature, mais elle reste sous la majorité absolue de 28 sièges. De leur côté, les listes indépendantistes en totalisent 26, mais sont divisées en 3 groupes. Place désormais aux tractations. Publié le 28-06-2026 20h27 temps de lecture, 1 minute une femme vote aux élections provinciales, à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, le 28 juin 2026. Delphine Mayer AFP. Les partis non indépendantistes ont gagné du terrain dimanche 28 juin lors des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie, les premières depuis 2019, mais ils n'atteignent pas la majorité au Congrès du territoire, selon les résultats provisoires du Haut-Commissariat. Au Congrès, la liste d'Union Les Loyalistes Rassemblement compte 24 des 54 sièges, contre 19 sous la précédente mandature, mais elle reste sous la majorité absolue de 28 sièges. Les listes indépendantistes en totalisent 26, mais elles sont divisées en 3, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste FLNKS en réunit 16, l'UNI Palika 7 et la Dynamique Autochtone 3. Entre ces deux blocs, l'Éveil Océanien et O, un parti créé en 2019 pour représenter les quelques 22 000 Wallisiens et Futuniens de l'archipel, se retrouve en position d'arbitre avec 4 élus. Le scrutin se caractérise par l'effondrement des listes non indépendantistes modérées, partis divisés et dont aucune n'a atteint le seuil de 5 des inscrits nécessaires pour obtenir des sièges. Au détriment de l'Union Les Loyalistes Rassemblement, dans un climat polarisé depuis les émeutes de mai 2024. Dimanche, les quelques 192 500 électeurs devaient renouveler les 76 conseillers des 3 provinces sud, nord et des îles calédoniennes, dont 54 siègent ensuite au Congrès. Aucun camp ne disposant à lui seul d'une majorité, l'heure est désormais aux tractations pour former une coalition et désigner un président de l'institution.